Ubisoft, comme vous devez le savoir, sont assez mal en point depuis pas mal de temps. Du coup, on va un peu revenir sur la jeunesse du studio et voir comment ça a dérapé. On est en 1986 dans le Morbihan. 5 frères, les Guillemot, montent une boîte de distribution de jeux vidéo. Et à ce moment-là, ils ne développent rien. Pas de studio, pas de licence, pas de création. Ils s'occupent simplement de la redistribution, ils vendent les jeux des autres. Au départ, Ubisoft, c'est ça. Mais très vite, ils comprennent un truc essentiel. Dans le jeu vidéo, si tu veux vraiment gagner de l'argent, il ne faut pas seulement vendre, il faut aussi produire. Autrement dit, contrôler les deux bouts de la chaîne, créer et distribuer. Alors ils ouvrent des studios, d'abord en France, puis à l'étranger. Et ça, c'est pas un détail, c'est une logique industrielle qu'Ubisoft a eu très tôt. Puis en 95, Ubisoft sort Rayman, un jeu de plateforme sans bras ni jambes avec une identité visuelle ultra forte. Et là, quelque chose change. Ubisoft n'est plus une boîte qui distribue, Ubisoft devient une boîte qui crée de bons jeux. Et pendant les 15 années qui suivent, ils vont le prouver. Début des années 2000, Ubisoft était probablement l'un des meilleurs éditeurs AAA du monde. Splinter Cell sort et Ubisoft s'impose dans l'infiltration. Un espion, des ombres, une très bonne IA, un jeu tendu, exigeant, mature. À l'époque où Metal Gear Solid domine le genre, Ubisoft arrive avec un rival crédible. On peut aussi parler des Trials pour les jeux de moto, du rachat de Blue Byte avec les anneaux. Pour énormément de genres de jeux vidéo, Ubisoft en a un digne représentant dans son catalogue. Prince of Persia, les sables du temps. Le rembobinage du temps, la fluidité du déplacement, la narration intégrée à l'action, c'est un jeu qui laisse une vraie trace, et sans Prince of Persia, il n'y a probablement pas Assassin's Creed tel qu'on le connaît aujourd'hui. Assassin's Creed premier du nom sort en 2007. Le jeu est imparfait, répétitif, parfois frustrant, mais le potentiel est là. Parcourir des lieux chargés d'histoire, grimper sur des toits, observer, assassiner, fuir. Et puis en 2009 arrive Assassin's Creed 2. Ezio, Florence, Venise, la Renaissance italienne. Ubisoft monte encore d'un cran et rentre durablement dans le club très fermé des plus gros éditeurs mondiaux. Et à ce moment-là, Ubisoft, c'est une machine créative. Chaque licence a sa personnalité. Chaque studio apporte quelque chose. Il y a une vraie ambition, mais évidemment, ça ne dure pas. Ubisoft est au sommet, les franchises s'installent, les jeux se vendent, donc l'entreprise accélère. Les séries s'annualisent, avec ses milliers de salariés et ses studios éparpillés sur tous les fuseaux horaires. Ubisoft est un monstre industriel qui écrase tout. Assassin's Creed 3, Black Flag, Unity, Syndicate, Origins, Odyssey, Valhalla, les opus d'Assassin's Creed s'enchaînent, ceux de Far Cry aussi, Ghost Recon suit, mais il commence à y avoir un problème. Qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas les ventes. Ces jeux se sont tous bien vendus. Le problème, c'est ce que ces ventes produisent à l'intérieur de la boîte. Quand une formule marche, une entreprise cotée en bourse a tendance à faire toujours la même chose. La reproduire le plus vite possible avec le moins de risques possible. Tu gardes les fondations, tu changes la carte, tu changes le héros, tu ajustes 2 ou 3 systèmes et tu ressors le tout pour les fêtes. Et à force, quelque chose se casse. Pas forcément dans la qualité brute des jeux, mais dans l'image de la marque. Petit à petit, Ubisoft cesse d'être perçu comme le studio propose des expériences marquantes et devient le studio des mondes ouverts remplis d'icônes, des tours à escalader, des cartes à nettoyer, des activités à cocher. Et cette image finit par coller à tout. En plus de ça, l'effet s'accentue quand, en plus de leurs jeux, les joueurs doivent maintenant se farcir les jeux des concurrents qui reprennent aussi leur formule. Et pourtant, au milieu de ça, Ubisoft tente encore parfois des choses. Rainbow Six Siege devient un très bon jeu service avec une communauté solide, ce que tout éditeur recherche à ce moment, et toujours aujourd'hui d'ailleurs. For Honor propose un concept vraiment original, marche moins bien, mais arrive tout de même à fédérer une petite communauté. Donc non, Ubisoft n'a pas totalement perdu sa capacité à surprendre, mais ses jeux ressemblent de plus en plus à des exceptions, dans une production devenue standardisée. Et puis arrive un autre choc, la pandémie d'abord perturbe les productions, mais surtout en 2020, Ubisoft est frappé par une crise interne majeure. Des dizaines d'employés prennent la parole pour dénoncer une culture managériale toxique qui va jusqu'à l'harcèlement sexuel et moral. Autrement dit, Ubisoft traverse en même temps une crise morale, managériale et créative. Et ça se paye ensuite dans les jeux qui sortent, et ceux qui ne sortent jamais. C'est probablement la partie la plus douloureuse de l'histoire récente d'Ubisoft, parce que pour le coup, ils ont essayé de se relancer, mais beaucoup de ces tentatives ont mal fini. D'abord Skull and Bones, l'idée de départ est simple, reprendre ce que les joueurs ont adoré dans les batailles navales de Black Flag et en faire un jeu entier. Sur le papier, c'est logique, le jeu est annoncé en 2017, puis repoussé encore et encore. Au final, il sort en février 2024 dans l'indifférence générale, après un développement interminable et un budget colossal. Et le résultat est terrible, le jeu ne s'impose pas, ne marque pas et s'écrase très vite dans l'indifférence. Le plus absurde, c'est la communication autour du projet avec cette fameuse formule quadruple A. Ensuite, X-Defiant, lancé en mai 2024, Ubisoft veut aller chercher Call of Duty sur le terrain du FPS free-to-play. Le jeu attire du monde au départ, mais très vite, l'élan retombe. En moins d'1 an, le jeu attire du monde au départ, mais très vite, l'élan retombe.
Et un an plus tard, le jeu est fermé. Et bien sûr, il y a Beyond Good and Evil 2, en développement depuis 10 ans, qui reste toujours coincé dans les limbes. C'est devenu le symbole d'un Ubisoft qui promet énormément, mais qui n'arrive même plus à concrétiser. Il y a aussi Star Wars Outlaws. Là, franchement, Ubisoft avait un boulevard. Le premier grand open world Star Wars moderne, une licence mondiale, un imaginaire immense, et pourtant, le lancement reste en dessous des attentes. Et pareil pour Avatar. Pendant que tous ces projets patinent ou déçoivent, les chiffres financiers se dégradent. Et c'est là qu'on voit le vrai paradoxe d'Ubisoft. La marque principale résiste encore, mais tout ce qu'il y a autour devient de plus en plus fragile. Parce que oui, Assassin's Creed continue de tenir debout, mais ça ne suffit plus à masquer les échecs, les retards et les coûts accumulés, sans compter la crise mondiale qui met à mal tout le monde sans distinction. Aujourd'hui, sur Internet, Ubisoft provoque souvent deux réactions opposées. Le premier camp dit Ubisoft c'est nul, il mérite de couler bon débarras, c'est caricatural et surtout c'est faux. Le deuxième camp dit les gens exagèrent, Ubisoft fait des jeux corrects, il faut arrêter de les détester pour le principe, et là aussi c'est insuffisant, parce que le vrai problème n'est pas de savoir si Ubisoft fait encore des jeux corrects. Le vrai problème, c'est qu'un géant comme Ubisoft ne peut pas se contenter d'être correct. Quand tu as cette taille, ces moyens, cette histoire, ces licences, tu es censé porter une vision, donner le ton, surprendre. Or, depuis des années, Ubisoft donne surtout l'impression d'optimiser des formules. Et c'est ça qui use les joueurs. Pas seulement la qualité des jeux, mais l'impression qu'ils sont fabriqués dans un modèle qui ne croit plus vraiment en la singularité. Pendant ce temps, l'industrie change. Des jeux comme Elden Ring, Baldur's Gate. Aujourd'hui, les joueurs ne veulent plus seulement un jeu énorme. Ils veulent un jeu qui a une personnalité. Même le récent Crimson Desert, qui ressemble à un jeu IA, a cette singularité qui fait que des gens s'y attachent malgré ses défauts. Et c'est précisément ce qu'Ubisoft a eu, puis peu à peu a dilué. Ces dernières années, près de 3000 salariés ont quitté le groupe. Des studios ont été fermés, des projets ont été annulés. Et surtout, Ubisoft a pris une décision extrêmement forte, regrouper ses licences phares dans une nouvelle structure avec Tencent au capital. Autrement dit, la boîte fondée par 5 frères bretons, devenue un empire mondial du jeu vidéo, n'avance plus seule sur ses licences les plus précieuses. Alors, est-ce que c'est la mort d'Ubisoft ? Non. Les marques valent toujours énormément, le nom reste puissant et il y a encore des millions de joueurs. Mais est-ce que c'est la fin du modèle d'Ubisoft tel qu'on l'a connu, le modèle de l'usine à monde ouvert, des franchises étirées jusqu'à l'épuisement, de la formule répétée jusqu'à saturation? Là, pour le coup, oui. Ou en tout cas, on est clairement en train d'assister à sa fin. Et la vraie question au fond, c'est peut-être celle-ci. Est-ce qu'on veut encore de Ubisoft? Pas Ubisoft en tant que nom, en tant que logo, mais en tant que modèle industriel. Est-ce qu'on veut encore de très grosses machines capables de produire des jeux immenses mais de plus en plus lisses? Ou est-ce qu'on préfère une industrie où des studios plus petits, plus libres, prennent davantage de place? Et si demain, un nouvel Assassin's Creed sort sous une influence plus forte de Tencent, mais qu'il est vraiment audacieux, vraiment surprenant, vraiment marquant, est-ce qu'on doit le rejeter par principe? Ou est-ce qu'au fond, ce qui compte vraiment, c'est juste que le jeu soit bon?